scolaire par le gouvernement pour mettre en sécurité les élèves. Les tenants et les aboutissants de cette décision à voir tout à l'heure avec notre invité, l'unique que nous recevons ce matin dans ce numéro. Il s'appelle Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour, bonjour à vos chers auditeurs, téléspectateurs et en plus les internautes. Les internautes. Parce que je rappelle quand même que nous sommes suivis à Thiévier via Télévision Espoir 47, à Lomé via la 102.7 FM Radio KNTB, à Palimé via les ondes de radio VGK, à Anéro via les ondes de radio Lumière et sur le web le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Et comme hier, nous étions là dans la soirée, quand au journal de 20h, la décision est tombée, le gouvernement a décidé la fermeture des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Oui, d'aucuns diront que c'est une décision sage et d'autres diront que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la chose à temps. Mais c'est vrai, l'un ou l'autre a raison, ou les uns ou les autres ont raison. Pour ma part, justement, cette décision de fermer les écoles, c'est une décision plus ou moins sage. Mais le gouvernement, en tout cas à mon avis, n'a pas du tout raison. N'a pas raison dans le sens ou dans la mesure où cette situation de grève n'a pas commencé aujourd'hui. Elle était là depuis des années déjà. Je me rappelle encore qu'en 2006, il y avait eu, comment peut-on, ce dialogue social entre le pouvoir en place, les syndicats et puis le patronat. Et en plus de cela, il y avait eu beaucoup de rencontres gouvernement et syndicats. Et à mon avis, jusqu'à ce jour, je crois que cette situation devait quand même trouver une solution durable. Mais malheureusement, la situation tarde à être résolue véritablement et profondément, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore en face de ces problèmes de grève à répétition, la sortie intempestive des élèves dans les rues. Si entre-temps j'avais dit que la décision a été plus ou moins sage, c'est pour éviter ce que nous avons, le drame que nous avons vécu en 2013 avec la mort de ces deux élèves dans le Tone. Il s'agit de Ancien Edouti, Sinalingue. Et puis bon, le gouvernement ne voudrait peut-être plus être en face de cette situation. C'est pourquoi il a pris cette décision. C'est vrai que j'ai vu dans les rues ces derniers temps une sécurité plus ou moins sage. Les forces de l'ordre ont véritablement encadré les mouvements des élèves. Sans qu'il y ait d'affrontement. Ces forces de l'ordre se sont comportées comme de véritables parents d'élèves. Et elles ont même été terre à terre avec ces élèves en leur même demandant les directives, comment peut-on les itinéraires à prendre pour pouvoir les encadrer dans les normes requises. Et donc tout ça là, c'est bien, mais bon, moi je ne peux pas comprendre, je ne peux pas savoir pourquoi est-ce que depuis 2006 jusqu'à ce jour, le gouvernement tarde à résolument finir avec cette situation Est-ce que le gouvernement tarde, puisque nous ne sommes sans savoir qu'il y a des initiatives prises par le gouvernement pour atténuer un tant soit peu les souffrances des travailleurs, leur ras-le-bol. Il y a eu quand même des acquis qui ont été pris en compte par le gouvernement. Quand on prend par exemple les 20 000, 30 000, ce sont des efforts louables, sauf que plus vous donnez, plus on vous demande. Il faut reconnaître que le gouvernement s'est pris tardivement dans la résolution de ces problèmes. Si on prend 1994 avec cette dévaluation, c'est la dévaluation du franc CFA,
c'est le Togo qui est le seul pays aujourd'hui qui n'a pas considérablement augmenté le salaire des fonctionnaires. Si vous prenez tous les autres pays voisins qui nous entourent du Togo, vous allez constater que ces pays-là, ces gouvernements-là ont augmenté les salaires des fonctionnaires. Malgré que ces gouvernements ont augmenté les salaires, il y a encore dans ces pays-là des revendications. Je vais te donner un exemple simple que je connais bien sûr, le Gabon, dont le SMIC aujourd'hui est à 80 000. Le Togo vient de mettre son SMIC à 35 000, qui n'est pas encore applicable dans tous les secteurs, il faut le reconnaître. Vous allez dans certains secteurs, dans certains domaines de l'administration ou administration officielle ou privée, je voudrais dire, hein, il y a des directions qui n'appliquent pas encore ce SMIC de 35 000 francs. Par contre, au Gabon, le SMIC est déjà à 80 000 francs. Mais pas plus que la semaine passée ou la semaine surpassée, les fonctionnaires, toute l'administration a été paralysée, complètement paralysée. Ils ont mené des grèves assez fortes. Et pour réclamer encore les meilleures conditions de vie et de travail. Et ils ont demandé même à ce que le SMIC soit placé à 300 000 francs. Vous voyez. Par contre, le Togo, qui n'a pas augmenté les salaires considérablement depuis 1994 jusqu'à ce jour, et qui vient à peine de mettre le SMIC à 35 000, qui n'est pas encore applicable dans tous les secteurs, comme je le disais, tarde encore à augmenter le salaire de ces fonctionnaires-là. Ailleurs, le prix du carburant est très bas. Et pourtant, vous allez écouter aujourd'hui sur RFI, le prix du carburant au Burkina Faso est plus bas que le prix du carburant au Togo. Et pourtant, les fonctionnaires du Burkina Faso réclament encore la baisse d'abord du prix du carburant. Et par ricochet, et ça va se rejaillir sur leurs conditions de vie et de travail. Ouais, alors que le Togo, depuis 1994 jusqu'à ce jour, n'a pas considérablement augmenté le salaire des fonctionnaires, depuis un temps, n'a pas voulu diminuer le prix du carburant. Vous allez voir sur le marché. Le Togo a par 2 fois diminué le prix. Non, mais quand même, il ne faut pas qu'on tente de nous bluffer. Il ne faut pas qu'on tente de nous mettre de la poudre sur les yeux. Vous allez sur le marché aujourd'hui, le bol du maïs se vend à combien, Rodrigue? À 500, 550 francs. La tomate se vend à combien? 3 tomates de champ là se vend à 200, 250 francs, 300 francs. Vous voyez. Le riz sur le marché se vend à combien? Le sucre se vend à combien? Le lait pique se vend à combien? Le sel se vend à combien? Cela veut dire tout simplement que la vie devient de plus en plus chère au Togo. Donc le pouvoir d'achat est faible. Le pouvoir d'achat est faible, alors que le salaire du fonctionnaire n'est pas relatif à la cherté de la vie. Et donc, pour ce faire, fondamentalement, le pouvoir en place a le devoir de faire plus d'efforts. C'est vrai, il crie, j'ai entendu M. Omezuno, j'ai entendu M. Bara hier, le ministre de l'administration territoriale, vociférer sur une chaîne de la place, donnant pleinement raison à M. le Premier ministre, qui, à mon avis, pouvait quand même dire des choses pour apaiser la tension, au lieu de vouloir quand même activer ce feu-là. Du moment où M. le Premier ministre disait qu'aucune autorité ne viendra se faire soigner dans les hôpitaux du Togo, c'est une aberration pure et simple qu'il faut condamner jusqu'à la dernière rigueur. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'un Premier ministre censé de résoudre les problèmes, de trouver des solutions à des problèmes dans le pays, pourrait quand même se permettre de donner ce plaisir, ce vilain plaisir d'offenser, de dire des choses, des choses de cette façon-là. Quand même, c'est dégueulasse. Je suis d'accord.
fait le lien entre les propos du Premier ministre et la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Non, mais ce n'est pas à partir des propos du Premier ministre que les fonctionnaires ont décidé de gréver. Les grèves là sont là depuis, je le disais tantôt, c'est des grèves à répétition qui sont là depuis, qui devaient, à mon avis, auxquelles on devait trouver des solutions depuis. Mais malheureusement, c'est fait que le pouvoir en place manifeste un laxisme absolu. Est-ce que c'est une histoire de laxisme? Parce que nous savons que c'est une situation évolutive. Parce qu'au fur et à mesure que le gouvernement apporte des solutions aux différentes préoccupations, il y a quand même de fortes demandes d'amélioration, de conditions. Mais non, la tentation même de résoudre ces problèmes est beaucoup plus faible à ces demandes-là. Monsieur Rodrigue, si vous m'avez appelé, vous m'avez invité dans cette émission, nous nous sommes mis d'accord, peut-être sur les thèmes à débattre, ou alors je vous ai dit, je viendrai. Vous attendez à l'heure convenue, je ne viens pas. J'ai trahi votre confiance. Oui. J'ai trahi fondamentalement votre confiance. Et si le gouvernement a souvent rencontré les fonctionnaires, et qu'ils discutent régulièrement et qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur des principes et qu'après, le gouvernement fait fi à ces principes-là, ne respecte pas ces principes-là, mais il a trahi la confiance de ces travailleurs-là. Vous avez entendu plusieurs fois que les premiers responsables de la STT, le coordonnateur ou alors le porte-parole disait chaque fois que s'il raconte le pouvoir en place ou le gouvernement, il se met d'accord sur des principes, sur des points, et que ces points-là ne sont jamais respectés. Cela veut dire que le gouvernement tente de bluffer ces travailleurs-là, tente à chaque fois de leur dire « je vais vous résoudre le problème », ils donnent même parfois des dates limites. Et à cette date limite-là, rien n'est respecté. Et c'est ce qui fait que, parfois, si le gouvernement dit encore quelque chose à ces travailleurs-là, ils n'accepteraient pas du tout. Vous avez entendu la base dire, même si on va aller encore aux négociations, nous maintenons notre position d'abord. Cela veut dire que si nous maintenons véritablement notre position, ça va faire fléchir le gouvernement, ou ça va faire réfléchir davantage le gouvernement à respecter à ses engagements. Fondamentalement, ils ont raison. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'un travailleur qui vient de lundi à vendredi au boulot, peut-être qui quitte à Déticopé, il y a même des gens qui viennent de Bodjomé, etc., de Zanguera, au-delà, qui viennent avec ce prix élevé du transport, et qui, chaque fois, travaillent, se battent pour que le pays vive financièrement, et que malheureusement, ces fonctionnaires-là ne sont pas mis à l'aise. Moi, je ne peux pas comprendre. Et malheureusement encore, ces fonctionnaires n'arrivent même pas à faire des économies. Je te donne des exemples. Peut-être qu'ils s'adonnent à l'excès de dépenses. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais te donner un exemple banal. Le mien. Il m'arrive parfois, sur 2-3 semaines, un mois, je n'arrive même pas à économiser, comment peut-on, 200 francs, 500 francs. C'est dû à quoi? Cela est dû aux conditions de vie qui prévaut dans le pays. Je viens tous les jours au boulot, je travaille, je ne gagne rien. Je ne gagne absolument rien du tout sur ce que je fais. Mais là, là, on parle par exemple de la fin du mois où il y a les salaires qui attendent les fonctionnaires. Non mais écoutez. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que les fonctionnaires du Togo font. Mais ils creusent des trous avant la fin du mois. Ils achètent donc, à crédit. Justement, ils achètent tout à crédit. Ils achètent tout à crédit. Et tenez-vous bien, lorsque le créditeur sait que à la fin du mois, ou la fin du mois approche, et qu'il entend à ce que le virement soit fait rapidement, celui-là vient, il frappe à la porte, alors que comment appelle-t-on,
le fonctionnaire, celui-là qui est endetté, est encore sur le lit. Il pensait justement à comment faire pour résoudre tous ces problèmes-là. Il remet tout. Moi, j'étais une fois à la banque pour une transaction, et voilà que j'ai surpris un militaire qui d'abord était venu à la banque avec une fierté qui se dit, bon, c'est à la fin du mois, il vient prendre de l'argent. Son salaire. Et malheureusement pour lui, que celui-là qui est au guichet, bon, enfin, il a dépassé tout le monde. Puis il devait rester derrière tout le monde, respecter la queue. Mais il a fait un forcing, il était passé devant parce qu'il il se croit militaire, il a tous les droits sur tous les autres. Et donc on lui a laissé le temps, il était passé. Mais malheureusement pour lui, il a été déçu. Pourquoi? On lui a tendu 6 000 francs. Pourquoi 6 000? Pourquoi 6 000? Justement, comme salaire. Comme salaire, il n'attendait même pas 6 000 francs. On lui avait tendu, c'était devant moi, on lui avait tendu. Et c'est dû à quoi? On se demande alors combien il gagne par mois. Combien il gagne par mois. Il nous disait, il se lamentait derrière devant nous. Il a oublié qu'il était encore en tenue et qu'il avait fait un forcing avant de passer devant nous. Mais il se lamentait, il disait, il a 6 enfants qui sont à l'école. Et parmi ces enfants-là, on a même renvoyé certains. C'est pour ça même qu'il est venu à la banque chercher de l'argent. Vous voyez? Et il n'y a rien, il n'a encore... Entre-temps, il n'était pas sous prêt. Non, mais il n'a pas fait de prêt. Il n'a pas fait de prêt. Et même s'il a fait des prêts, il gagne combien? Si même il est sous prêt, il gagne combien? Pour qu'on lui tende 6 000 francs à la fin du mois. Combien la banque prélève de son salaire chaque fin du mois pour que le militaire là prenne 6 000 francs comme solde à la fin de ce mois. Mais il était tellement nerveux et puis il a lâché le mot. Tellement qu'il est nerveux, eh bien, je vais même appeler mes amis, on va prendre du tchouk avec le reste. Mais parce qu'il est désolé, complètement désolé. Que croyez-vous? Mais c'est pour ça que je dis, on ne peut pas travailler de lundi, comment peut-on, du début du mois jusqu'à la fin de ce mois pour se retrouver encore comme celui-là qui n'a jamais travaillé. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le gouvernement a un devoir fondamental de faire en sorte que ce problème de grève-là finisse à jamais. Ça ne servira à rien et le gouvernement ne gagnerait pas lorsqu'il va vouloir faire bras de fer avec les fonctionnaires. Est-ce que c'est une histoire de bras de fer? C'est ce qu'on tente de nous démontrer, on tente de nous prouver. Sinon, moi, je crois ailleurs, et paix à son âme, au temps de feu Yadima. Yadima ne fait pas ça. Quand ce problème-là se pose, Yadima appelle rapidement, et puis il tente de résoudre le problème à sa manière. Il met tout le monde en confiance, et puis bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais de lacisme. Aujourd'hui, il y a un lacisme absolu que nous voyons, et c'est avec même ce lacisme qu'on gouverne le pays. On ne le gouverne pas. Mais au même moment, excusez-moi, on raconte que ce que nous voyons aujourd'hui comme la multiplication des travaux, des projets de construction d'infrastructures routières, par exemple les réformes économiques, les réformes sur les plans militaires, il n'y avait pas ça à l'ère du feu général et il y a des mots. Non, on peut pas toujours rester dans l'ère du Cro-Magnon. On ne peut pas toujours rester dans l'ère de Cro-Magnon. Nous sommes en 2015 avec cette évolution vertigineuse de la technologie où tout ce que nous faisons actuellement autour de ce plateau est entendu à travers le suivi dans le monde. On ne peut pas rester encore dans l'ère de Cro-Magnon. Et c'est que moi, cet alibi-là ne me fait pas de l'argent, ne me donne pas de l'argent. Mais c'est une réalité. Non, mais attendez, je n'ai pas fini mon développement. Moi, je dis cet alibi-là ne me donne pas de l'argent parce que le Togo est le dernier pays de l'espace UEMOA. Quel classement? Non, mais je te dis, je n'ai même pas fini. Le Togo est le dernier dans l'espace UEMOA qui construit des routes. Qui fait des réformes économiques et financières. On en construit au Bénin à côté ici, parce que la preuve, si vous prenez un taxi tout de suite pour aller à Cotonou,
vous allez vivre un calvaire sur la route parce que la voie est en train de... Non, mais ça, c'est un cas particulier. Là, on est même en train de faire une route internationale. Comment appelle-t-on un boulevard où... enfin... c'est sur le projet Corridor Abidjan-Lagos. Voilà. Et là, c'est un cas typiquement particulier. Mais le Bénin a déjà construit des routes. Le Bénin a déjà construit des échangeurs. Au Sénégal, on n'en parle pas. Au Mali, au Burkina Faso. Et ce qui est encore plus aberrant dans cette histoire-là, c'est que ces pays de l'Interland, ceux-là qui viennent chercher leurs marchandises dans notre port ici, là, sont très en avant sur nous. Beaucoup plus en avant même sur nous. Au Mali, on a construit de très belles routes. On a construit de très grandes villes d'ailleurs, qui ne sont pas même à comparer avec Lomé, la capitale. Moi, je suis patriote. Moi, je suis nationaliste. Sinon, j'allais quitter le Togo depuis parce que j'ai constaté à un moment donné que le Togo ne produit plus rien. C'est déjà vu. Mais au même moment, on voit quand même des gens qui quittent le Niger, le Sénégal, le Burkina. Non, mais ils viennent ici faire des affaires. Non, ils viennent faire des affaires parce que c'est des gens qui sont financièrement assis. Ils ont beaucoup d'argent. Ils viennent, ils savent qu'il y a des affaires aussi à faire. Si vous permettez la tautologie, ils viennent ici, ils font des affaires, de très grandes affaires, ils trouvent des bénéfices qu'ils emportent. Ils ne laissent pas ce bénéfice-là sur le territoire. Mais vous prenez... Pourquoi que les Togolais n'arrivent pas eux-mêmes à aussi... c'est-à-dire que la situation, la vie même, la situation, les conditions même de vie des Togolais sont tellement précaires en telle sorte que le Togolais excusez-moi, entre guillemets, ne peut pas être, ne vaut pratiquement grand-chose devant un étranger. Et le Togolais, on ne peut pas comprendre. L'étranger vit ici beaucoup plus à l'aise que les autochtones. Ça, c'est une réalité. Vous savez ça mieux que moi, peut-être. Et donc, je disais que dans l'espace UEMOA, le Togo est le dernier pays qui est en train de construire des routes. D'abord, à l'intérieur de la capitale. Alors que j'ai cité l'exemple de Ouaga, de Bamako, de Dakar, de Cotonou, d'Abidjan, d'Accra, etc., etc. Je crois que vous avez déjà fait un tour dans ces villes dont j'ai cité tout à l'heure. Et donc, le Togo est en train de construire. Et donc, c'est un devoir pour le pouvoir togolais. Et ne soyez pas surpris que tout ce qu'on fait là, c'est des dettes que nos enfants... Des dettes? Oui, des dettes que nous allons payer. Nous allons commencer par les payer. Nos enfants vont payer une partie. Nos petits-fils, c'est-à-dire nos arrière-petits-fils vont payer le reste, etc. Ce n'est pas gratuit ce qu'on fait. C'est dans le dos du Togolais. C'est nous qui allons payer tout ça là. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression que qu'on vient, on nous construit des routes gratuitement. Ce n'est pas possible. Au-delà de ça, je suis d'accord, et je le dis encore, un chef d'État ou un président ou un individu qui souhaite arriver au pouvoir doit avoir un programme de société. Et dans ce programme de société-là, forcément, il va parler de la construction de routes, des infrastructures sanitaires, éducatives, etc., etc., etc. Et si aujourd'hui, on voit que sous M. Faure, cela se trace, mais ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas aller chercher de midi à 14h ce qui devait être fait. Si on voit des améliorations dans la construction des infrastructures, parce que plus de 82% de ces infrastructures sont détruites. Si on le fait aujourd'hui, c'est un devoir, et c'est un droit pour les Togolais. Ouais, et donc, je ne crois pas que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut brandir de midi à 14h ou toute la journée. Et donc, on a deux choses à faire. Et en plus, moi, je mets toujours des gens devant le fait accompli. Aller dans la banlieue, non, aller même devant, en ville même,
au niveau des camps, Hébert, Accordé, Sewa, c'est même le visage de la ville, ça. C'est le visage de la ville. Il y avait une petite pluie hier, une petite pluie seulement hier. Allez, parcourez Lomé, si on est la capitale, vous allez voir. Allez à Nyekonakwe, les vieux quartiers là. Mais il n'y a rien qui montre que véritablement le Togo, le Lomé se construit. Pas du tout. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité palpable. Allez, si on est, vous allez voir que... Très bien, on vous a assez compris. Maintenant, on va parler des conséquences de cette grève, puisque la synergie doit normalement démarrer une nouvelle grève de 72 heures à partir de ce matin. Et quelles sont les conséquences, selon vous, déjà enregistrées par rapport à cette situation qui continue de gagner en tension? Oui, c'est l'avenir de la relève qui est en jeu. L'avenir de la relève de demain qui est en jeu. On disait à l'école, au cours primaire, si j'ai encore bonne mémoire, qu'un élève qui a une très bonne éducation, c'est celui-là qui construit un bon pays, un pays qui est un pays bien éduqué. C'est pour ça qu'on l'appelle relève de demain. Justement. Et si ces grèves vont avoir des répercussions sur l'avenir de ces élèves-là, de nos enfants, c'est regrettable. En quittant la maison, j'ai tenté de voir le comportement de ces enfants dans les rues aujourd'hui. C'est triste. Je suis sûr que parmi eux, il y en a qui ont quitté très tôt leur domicile, ils jouaient dans la rue, traversaient n'importe comment. Et ces élèves-là peuvent être percutés à n'importe quel moment. Donc, ils courent encore le danger. Ils courent encore le danger. Bien sûr, ils courent plus de danger. Est-ce que cela n'engage pas finalement la responsabilité des parents? Pas du tout. Pas du tout. Le parent, lui, il est fonctionnaire. Déjà à 7h30, il doit être sur ses lieux de travail. Et donc, le parent ne peut pas dire que parce que son enfant a été renvoyé ou l'école a été fermée et qu'il va s'abstenir d'aller au boulot. Et donc, peut-être que le parent va prendre des dispositions supplémentaires. Actuellement, l'enfant est à l'école, il a peut-être ses 100 francs, ses 200 francs pour le petit déjeuner, etc. Il revient à midi pour manger. Et il revient le soir pour manger également. Pendant ce temps, le parent va se préparer pour revenir à la maison. Et maintenant que l'enfant est dans la rue, l'école est fermée, les 100 francs là vont s'augmenter, les 200 francs là vont s'augmenter. Vous comprenez? L'enfant ne va plus manger peut-être 2 fois là, dans la journée, avec son petit déjeuner. Il va manger peut-être 3 ou 4 fois. Parce que chaque fois quand l'enfant vient, il pleure, il fait... Et donc, en quelque sorte, ça augmente les dépenses des parents. Ça fait un. Deuxième conséquence, le découpage de l'année scolaire est bouleversé, complètement bouleversé. C'est vrai, on a vu l'année passée, le gouvernement a réajusté et ça a marché. Oui, mais ça ne donne pas le vrai visage de ce que l'élève devait faire en temps normal, lorsque le découpage respecte encore son chronogramme. Maintenant, ça fait deuxième conséquence. La troisième conséquence, tous les cours là, même si le gouvernement ajoute encore quelques semaines, c'est que les élèves seront toujours en retard par rapport à leur connaissance. Les enseignants ne vont plus faire en profondeur les révisions. Ils ne vont plus faire, même si ils sont mis dans les meilleures conditions. C'est qu'on prend un peu de... On ne prend plus l'élan avec lequel on avait commencé les cours au début de la rentrée n'est plus là. On est un peu déconcentré, et puis bon, ça ne marche plus comme avant. Et donc pour ce faire, l'enseignant va plus se donner à fond. Et c'est l'élève qui perd toujours. On va avoir un taux d'échec assez considérable. Vous avez vu l'année passée, il y avait tellement eu le taux d'échec a été considérable, a grimpé. Et donc, tout ça là, ces conséquences-là vont rejaillir sur nos enfants. L'avenir des enfants. L'avenir des enfants. L'enseignant
Il a déjà trouvé pour lui. Il attend la fin du mois pour prendre son salaire. On n'a pas finalement comme l'impression que les travailleurs se penchent beaucoup plus sur leur intérêt personnel, qu'ils sacrifient un peu je ne le crois pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. J'ai été enseignant dans une école privée. Là, c'est pire. Hein, c'est encore pire. Où le salaire des fois, c'est 12-15 000 et puis difficilement payable. Et donc, je ne vais pas ouvrir ce dossier des écoles privées parce que ça, c'est encore un autre domaine assez pourri. Et donc, j'ai déjà fait l'expérience. Imaginez-vous, l'enseignant qui vient à l'école, déjà affamé, qui ne sait pas ce qu'il va manger à midi lorsqu'il va revenir à la maison. Déjà, il est crispé. Il est crispé dans sa tête, dans son comportement. Il vient timidement prendre la craie. Il débute le cours timidement. Parfois même, il arrive à ce qu'on déverse cette colère-là sur les enfants qui sont naïfs, qui n'ont rien, hein, qui n'en ont rien du tout avec ce que l'enseignant a vécu dans sa maison jusqu'à l'école. Et donc, c'est pénible. Et donc, l'enseignant là va tenir la craie pendant plus de, je sais plus, 4 heures, 5 heures, 8 heures de temps. De 7h30 à 11h30. Etc. Pour les cours primaires, c'est encore pire. Hein, de 7h30 à 11h30 et puis dans l'après-midi, etc. Et donc, ça fait véritablement du boulot à faire. On ne se tient pas debout, sur les pieds, véritablement debout sur les pieds, hein, devant ces enfants-là. Et qu'on peut-être on risque de tomber évanoui. Et là, on va dire que, enfin, je ne sais pas, on attribue beaucoup d'adjectifs par rapport à ça. Et donc, si l'enseignant véritablement n'est pas dans les meilleures conditions, il ne peut pas se donner à fond. C'est vrai qu'on dit que la fonction d'enseignant, c'est une vocation. Même s'il y a la vocation, il faut manger d'abord. Il faut se faire soigner d'abord. Il faut avoir une meilleure condition de vie d'abord. Sinon, cette vocation-là, on ne peut pas l'exprimer. Ça, c'est sur le plan éducation aujourd'hui. Quand on prend le secteur de la santé, si on prend parce que c'est dans ces deux secteurs que ça bouillonne. Ça bouillonne. La fonction de médecin, d'infirmier, etc. Il y a le serment d'Hippocrate, il faut prêter serment. Oui, mais des gens ont déjà prêté des serments dans d'autres secteurs. Si on prend l'Assemblée nationale, des gens ont prêté serment. Si on prend la justice, des gens ont prêté serment. Et qu'est-ce que ça donne? Si on prend encore la CENI, notre fameuse CENI là, des gens ont encore prêté serment hier. Des gens ont encore prêté serment hier. Et ça fait rire là, c'est rigolo. C'est qu'est-ce qui fait rire dedans? Prêter serment, c'est-à-dire c'est prendre l'engagement de servir la nation. Quelqu'un qui lève sa main et dit, je jure, et là encore, mais Dieu, Seigneur Tout-Puissant dedans, devant les hommes et Dieu, que je vais respecter fidèlement la constitution de notre pays. Et que fidèlement, je vais respecter le code électoral. Je serai impartial. Et qu'à la fin, ou même lors du fonctionnement de cette institution-là, on voit que à peine prêter serment, des gens dérobent à leur serment. Qu'est-ce que vous en dites? Mais si quelqu'un a prêté serment... Est-ce qu'il y a des preuves de ce que vous dites? Non, mais... Quand on voit les gens, c'est vrai, quand vous prenez par exemple le chef de l'État a prêté serment devant l'Assemblée nationale et devant la Cour constitutionnelle, il a pris l'engagement juré de respecter la Constitution, et récemment à Accra, il a encore réitéré le respect de la Constitution. Et il la respecte. Il la respecte rigoureusement. Selon vous, quoi? Monsieur le chef de l'État, Monsieur Faure Gnassingbé, selon Rodrigue Ayego,
respecte fidèlement la constitution du Togo. Non, je te dis ce qui est contenu dans le prêter serment. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on mais on dit la même chose. Je dis, monsieur le chef de l'État, monsieur Faure Gnassingbé, l'actuel président de la République du Togo, selon monsieur Rodrigue Aïgo, respecte fidèlement la constitution du Togo. Et dans sa prestation de serment, le chef de l'État avait juré veiller rigoureusement au respect des droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous que le chef de l'État respecte ça. Aujourd'hui, rigoureusement. C'est moi qui pose des questions. Non, mais je ne pose pas des questions. Je ne pose pas des questions. Je vous dis, je réponds justement à la question que vous m'avez posée. À mon avis, oui. Le chef de l'État ne respecte pas la constitution du Togo. Je vais donner un exemple simple, un exemple assez simple. Il a été dit dans la constitution que le chef de l'État passera devant l'Assemblée nationale au moins une fois dans l'année pour lui faire des comptes. Et à travers l'Assemblée, les députés, le peuple togolais regardant et connaîtra justement ce que le chef de l'État fait fondamentalement pour le pays. Il a déjà fait combien de fois déjà, M. Rodrigue? Alors là, le chef de l'État ne respecte pas la Constitution. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est une réalité. On revient par rapport aux conséquences de, et donc, je disais cette situation pour santé. Pour la santé, c'est pareil pour l'enseignement. Je dis, là même encore, c'est plus grave parce que un médecin qui va se mettre à opérer quelqu'un, mais il faut voir toutes les difficultés. Il a besoin de concentration. Il faut que moralement, il tienne. Il faut moralement que ce médecin-là soit au point. Il faut aller, avant de rentrer même dans le bloc, je ne pense pas aller dans le bloc opératoire, faire ce genre d'exercice est aussi facile. Et donc, il faudrait que le médecin soit dans les meilleures conditions, qu'il tienne sur ses deux pieds avant d'aller, pour ne pas, au lieu de vouloir sauver une vie, accompagner cette vie-là. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je le dis, ce n'est pas de la mer à boire. Le pouvoir togolais peut le faire. Et aujourd'hui, est-ce que, comme le Premier ministre l'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, les agents de la santé faire une grève pour demander à ce qu'on puisse équiper les blocs opératoires? Non, mais quand même, c'est assez dangereux ce que M. le Premier ministre a dit. C'est une aberration pure et simple. Cela suppose clairement que M. Ahomey Zounou sait que dans le bloc opératoire, au CHU, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas le scanner, il n'y a rien. Il n'y a pas le dialyseur, il n'y a rien là-bas. Il le sait. Maintenant, il attend à ce que les fonctionnaires fassent, les fonctionnaires les médecins, je voudrais dire, fassent une grève qui crie d'abord avant qu'on équipe. Mais c'est ce bloc opératoire. Mais vous ne voyez pas que c'est une aberration? Mais c'est dangereux. On ne peut. Un Premier ministre, vous savez qui il est? Mais comparez M. Ahomey Zounou. Même justement, comparez M. Ahomey Zounou à tous les autres ministres des pays voisins qui nous entourent. Mais il y a une grande différence. Laquelle? Non, je ne vais pas me mettre à faire cet exercice. Vous le savez bien que moi. Je dis, le Premier ministre, tout ce qu'il avait dit la dernière fois, enfin, il y a des confrères qui viennent, qui le défendent, les yeux fermés, les oreilles bouchées, etc. Moi, j'ai pris deux éléments dans tout ce qu'il a dit. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les médecins n'ont pas fait de grève pour qu'on équipe peut-être, par exemple, le bloc opératoire? Mais c'est dangereux, là. C'est assez dangereux. On ne peut pas comprendre qu'un Premier ministre, un chef de gouvernement, celui-là qui est capable de résoudre... Est-ce que les propos du Premier ministre n'étaient pas plutôt un propos d'un ministre de la Santé? Je ne suis pas... Non, mais là aussi, c'est un autre cas que vous relevez. Et si je me mets à le commenter, peut-être ça va mettre certains mal à l'aise.
Et donc, moi, je ne suis pas en train de commenter les propos du Premier ministre. Je suis en train de relever deux grandes erreurs. La première, vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, la seconde. La seconde que je suis en train de dire. La première, le Premier ministre qui disait qu'aucune autorité ne viendrait se faire soigner dans ces hôpitaux-là. C'est assez grave. Le Premier ministre, si même il a de l'emperdice qu'on peut soigner ici, il est parti se faire soigner en Europe. Cela ne veut pas dire que sa vieille maman aussi ira forcément, comment appelle-t-on, en Europe pour se faire soigner. Hein. Il a ses parents, hein, il a ses proches parents, il a des démembrements de sa famille. Hein. Je ne pense pas que tout le monde le suivra pour aller se faire soigner dans les hôpitaux les plus huppés de l'Europe. Hein. Et c'est pour ça même qu'il faut équiper nos hôpitaux. Monsieur Kofi Pan, paix à son âme, était mort comme ça lorsqu'il était tombé, lorsqu'il avait eu ce malaise-là. Si c'est qu'à l'intérieur du pays, il y avait des dispensaires capables, des centres de santé capables de le soigner, peut-être il serait en vie aujourd'hui. Et donc si monsieur le Premier ministre dit qu'il a la possibilité, il a toutes les conditions requises pour aller se faire soigner à l'extérieur du Togo, il ne faut pas qu'il oublie qu'il ne serait pas Premier ministre à vie, hein, et qu'il peut-être tombera dans une situation. Très bien, vous avez assez compris. On va s'intéresser un peu. La deuxième erreur, c'est ce que je relève. Si on sait que les hôpitaux ne sont pas équipés, qu'il n'y a pas de dialyseur, il n'y a pas de scanner, il n'y a rien, il n'y a pas de groupe électrogène, etc., et que les centres de santé du Togo sont devenus presque des mouroirs, et si on le sait pertinemment, et qu'on attend que les fonctionnaires fassent grève avant qu'on... C'est grave. J'ai suivi également monsieur le ministre de l'administration territoriale hier, monsieur Bahara, qui disait que si les enseignants ou si les fonctionnaires secteur éducatif demandent à ce que leurs conditions de vie soient beaucoup plus meilleures et que des élèves s'asseyent encore sur des troncs d'arbres, des bambous, et que ces écoles-là sont couvertes de paille et qui ne le réclament. Mais je crois, on va où? Cela suppose que ceux-là qui nous gouvernent ne veut pas le faire. Il ne veut pas nous gouverner. Il ne veut pas du tout nous gouverner. Parce que si on sait qu'il y a encore des écoles construites en paillotte et que par accident, les termites ont rongé des bois et que malheureusement, ces hangars sont tombés sur des élèves parmi lesquels certains ont trouvé la mort et qui le savent. Ils savent qu'il y a ce genre de trucs. Et ils attendent à ce que les fonctionnaires réclament ça avant qu'ils ne le fassent. Attention. Aujourd'hui, je sais qu'il y a les moyens. Comment? Il y a les moyens pour que le gouvernement trouve des solutions. C'est parce que on est en train... Est-ce que vous dites qu'il y a les moyens? Parce que vous avez suivi récemment, quand vous prenez le budget initialement qui devait être voté, ça a été revu à la baisse parce qu'on parle d'insuffisance de moyens. Non, il y a des moyens. Où? Il y a des moyens. Le Togo a suffisamment de moyens. Le Togo a suffisamment de moyens. Je vous renvoie en 2013, lorsqu'il s'agissait à ce que le Togo fasse les législatives. Il a financé sur fonds propres. Sur fonds propres. C'était un effort. Aujourd'hui, le Togo est encore prêt. Le Togo a encore mobilisé les 12 milliards pour organiser son élection présidentielle. Vous voyez donc, le Togo a suffisamment de l'argent. Ah bon? Suffisamment de l'argent. Et si le Togo refuse, j'ai entendu un ministre, je crois que ça devait être, comment appelle-t-on, M. Amaru, Yakubu, qui le disait. Oui, je crois que c'est lui, qui disait que si le Togo se décide de financer ces élections, le problème se pose pas quand, ou alors si ce n'est pas lui, ça devait être M. Bahara, qui disait qu'on ne peut plus attendre, on ne peut plus continuellement attendre
les aides de l'extérieur. Oui, alors que fondamentalement, tous les pays qu'on suppose avoir plus d'argent, avoir plus de moyens que le Togo, se font aider par les bailleurs de fonds. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que le Togo gagne ou arrive à relever ce défi de non, il faut pas. Le Togo ne veut pas se singulariser. Le Togo ne veut pas se singulariser, pas du tout. C'est parce que le Togo ne veut pas du tout organiser des élections assez claires, assez propres. Et donc, si les Européens envoient l'argent, leur argent, c'est l'argent des contribuables. Et donc, ils vont tenter de mettre leurs yeux dedans. Et ils vont encore relever, il y a un manquement ici, il y a bourrage d'une ici, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc, le Togo refuse tout ça là. C'est pourquoi le Togo a mis, depuis 2013, les Togolais plus dans l'abîme pour mobiliser ces fonds-là dans l'intérêt des élections. Puisqu'au Togo, il est clair aujourd'hui, il est clair que les élections sont beaucoup plus, comment appelle-t-on, préoccupantes. Le pouvoir togolais donne plus de priorité aux élections que des conditions des conditions des travailleurs, des conditions etc. C'est ça, c'est une réalité. Il nous reste quelques minutes. On va un peu parler de la Commission électorale nationale indépendante avec les nouveaux représentants de la CENI, donc les représentants du parti Union pour la République à la CENI qui ont prêté serment hier. Quelle analyse le triangle des enjeux en a fait? C'est tout ce qui se passe à la CENI actuellement donne raison à beaucoup de Togolais qui ne croient pas en cette CENI-là, qui déjà doutent de la fiabilité des résultats qui seront sortis des urnes. Cette CENI-là ne se donne pas véritablement de crédit. Et moi, c'est rigolo, ça me donne ça me gêne dans la mesure où on sait que tout ce que se fait là-bas, c'est en train de plonger davantage l'image du Togo. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Dans quel pays vous avez déjà entendu des choses comme ça se faire? Moi, de toute façon, je n'ai pas eu une grande expérience, mais je sais que je n'en ai pas encore vu. Hein. Le parti au pouvoir, qui en réalité crie à qui voulait l'entendre que la CENI est une institution indépendante, excusez-moi, où les choses vont se faire de façon impartiale et que la CENI va organiser des élections transparentes, crédibles, équitables, et qui, selon nos informations, fait démissionner ses membres. D'abord... Est-ce que ça a fait... Les membres ont démissionné d'eux-mêmes? J'ai dit tout à l'heure, selon nos informations, le parti au pouvoir a fait démissionner ses représentants, par vague d'ailleurs, à la CENI. 4 étaient partis, et puis après, le dernier l'a suivi. Et selon les mêmes informations, on les a fait démissionner par faute grave, par manquement grave. Et qu'on refuse d'ailleurs de tenir une conférence de presse pour nous informer, pour nous tenir informés. On refuse de le faire. Si on ne veut pas des spéculations, justement. Hein. Et donc, 4 ont été poussés à la démission, puis après, le 5e était venu. Et je suivais justement M. Barra hier qui disait que c'est vrai que dans le code électoral c'est prévu à l'article 15, il y a l'article 15 qui prévoit les conditions de remplacement des membres démissionnaires. L'article 61 qui donne une prérogative comment appelle-t-on à des membres de démissionner s'ils le souhaitent. Mais ce qui est dangereux, lorsque j'ai suivi monsieur le ministre, lorsqu'il disait que si des gens ont démissionné par leur convenance personnelle,
qui ne trouvent pas d'inconvénient. Oui, ils ne trouveraient pas d'inconvénient, je suis d'accord. Mais dire que les 4 personnes-là qui représentent, qui ont été poussées à la démission, premièrement, l'ont fait, les 4 en même temps, au même moment, dans la même institution, par convenance personnelle. Il y a du flou dedans. Mais c'est dangereux. Et par la suite, la 5e personnalité aussi a trouvé qu'il faut démissionner par convenance personnelle. Elle a fait, en suivant les autres. Mais moi, j'ai trouvé que ça ne donne pas une bonne image au Togo. Mais quand même, dans la foulée, pour les remplacer, on les a remplacés avec des personnes... Pour les remplacer, on nous a encore remplacés par vague. Ils ont été fait démissionner par vague. On les a encore remplacés par vague. Oui, puisqu'il y a eu 4 qui avaient démissionné. Donc on ne peut pas trouver en même temps les 4 pour les remplacer. On a trouvé 3 pour les remplacer. On est parti chercher des caciques, des barons, des anciens, les conservateurs du pouvoir. On les a mis, 3 d'abord, qui étaient partis prêter serment devant M. Assouma. Devant la Cour constitutionnelle. Oui, j'en viens. M. Assouma est le président justement de la Cour constitutionnelle. Et c'est devant lui qu'on a prêté serment. Et on a attendu quelques jours pour trouver l'oiseau rare que l'UNIR ou le RPT UNIR ne trouvait plus. On a attendu pendant des heures pour aller chercher véritablement ces oiseaux.